Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si je suis seul ou pas. Normalement, Raphaël est censé être là aussi. Vous entendez bien dans le chat pour être sûr que on ne va pas parler dans le vide? Oui, nickel. Bon, super. Alors, voilà, Raphaël. Bon. Oula, moi je vais me mettre là. Bon, super. On a déjà 24 personnes, Raph, donc Génial. les gens ont l'air très motivés. Bienvenue tout le monde. Salut, je vois qu'il y a pas mal de gens qu'on connaît aussi dans le chat. Salut. Salut l'équipe CSP. On peut commencer bientôt si tu veux. On laisse Ouais, encore une minute peut-être, et puis on commence. ouais, on se laisse une minute. J'en profite pour tester les questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite, à côté du chat. On aura des moments précis pour répondre à vos questions. Et ben c'est parti. Ouais, il y aura un recording. C'est en train d'enregistrer même là tout de suite. C'est parti. Bah, merci déjà à tous ceux qui sont présents, de vous être connectés. On est super content avec Rami de pouvoir faire ce webinar Yeta X D4 CSP. Voilà, donc l'intitulé de ce webinaire, c'est savoir d'où l'on vient pour arriver où l'on veut, l'importance de bien cadrer sa discovery. Et bah, c'est parti. On va commencer par très rapidement se présenter. Vas-y, Rami, je te laisse te présenter. Yes. Bah, écoutez, moi, c'est Rami Eid. Du coup, je suis product designer au sein de l'application Ride sur Decathlon. Raphaël vous expliquera un peu plus en détail ce que c'est cette application. Mais voilà, product designer, forte tendance UX research, mais UI aussi. Enfin, voilà. Je pense que pas mal de monde dans l'assemblée connaît ces métiers-là. Et vas-y, je t'en prie du coup, Raph. Yes, moi c'est Raphaël, je suis product manager et product coach ou coach produit chez Yeta et chez Decathlon. Donc on fait partie de, on va dire, le département Connected Sports Platform qui fournit les sports de Decathlon en connectivité, donc pour connecter les produits, pour avoir des produits connectés en fait chez Decathlon. Et on travaille donc tous les deux, comme disait Rami, sur l'application Decathlon Ride. Eh ben, on va vous donner un peu de contexte. Du coup, donc c'est quoi l'application Decathlon Ride? C'est simplement une application qui permet de connecter les vélos de certaines gammes de Decathlon, principalement des vélos de ce qu'on appelle nature, donc VTT, VTC gravel, à assistance électrique, et de pouvoir les connecter en fait à une application. Et cette application, elle permet quoi? Elle permet d'avoir un live display, donc en fait comme l'équivalent d'un tableau de bord d'une voiture. Ça va vous donner la vitesse à laquelle vous êtes en train de rouler, le pourcentage de batterie qui vous reste, la distance que vous avez parcourue, le dénivelé, etc. Ensuite, quand vous rentrez tranquillement chez vous et que vous vous asseyez sur votre canapé, vous pouvez regarder vos statistiques de la dernière sortie que vous avez faite. Et vous pouvez aussi regarder tous les modes d'assistance par lesquels vous êtes passé, par exemple, et les voir sur la carte. Donc voilà, sur tel tronçon de chemin, j'étais en super boost parce que c'était un chemin super compliqué. Et puis là, c'était plus facile, j'étais en éco. Voilà. Donc ça, c'est l'application. On va dire, c'est dans les très grandes lignes. On peut aussi partager, par exemple, son activité avec sa communauté Strava. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, mettre à jour son vélo à distance, donc grâce au cloud. Et tout ça, c'est en partenariat donc avec ce département Connected Sports Platform. Et chez Decat, nous, en fait, ce qu'on aime, c'est travailler main dans la main avec nos utilisateurs, que ça soit pour la conception des produits physiques ou des produits digitaux. Et on va vous raconter tout ça. Pour vous donner encore un peu de contexte, en gros, donc avec Rami, on est arrivé il y a à peu près 9 mois sur l'application Decathlon Ride. Et sur cette app, en fait,
on est arrivé 2-3 mois avant le lancement du MVP, donc on s'est remonté les manches et puis on a fait en sorte d'aider l'équipe qui avait déjà bossé sur le sujet, donc qui avait déjà fait une première phase de discovery, qui avait déjà recueilli des informations utilisateurs, qui avait déjà fait des sondages, voilà. Donc il y avait déjà beaucoup d'éléments. On a aidé l'équipe à livrer cette première version dans les stores. Donc aujourd'hui, l'application Decathlon Ride est disponible sur Android et iOS. Et voilà. Et donc ensuite, arrivé au moment de ce MVP, donc livraison en mai, on commençait à se dire, dans 2 mois, on va avoir une grosse présentation auprès des parties prenantes de notre roadmap, donc de l'année. Et comment on va faire pour dans 2 mois avoir une roadmap alimentée avec des opportunités bien définies, claires et surtout supportées par de la data. Et donc c'était un peu ça notre enjeu. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Donc en fait sur la méthodo, comment on a fait, on s'est dit comme je vous l'ai dit avec Rami et puis les autres membres de l'équipe, Nico Derby qui est PM sur l'application, avec Nathan Tech Lead, avec les développeurs, FX aussi voilà, on a une grosse équipe. On s'est dit mais comment on va faire pour arriver dans 2 mois avec ces éléments. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est quoi l'objectif? Comment on fait pour dans 2 mois? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 2 mois? Du coup, on s'est dit, pour faire ça, il faut qu'on réfléchisse à bien cadrer notre discovery. Donc, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait dans la documentation, les discovery disciplines, les bouquins des personnes connues, Marty Kagan, etc. Et on s'est dit, comment on va faire pour mélanger un peu tout ça et trouver le meilleur cadre méthodologique qui nous conviendra, qui conviendra à notre équipe, en fait. Du coup, j'ai laissé Rami pour la suite. Yes. Pourquoi cette méthode? Comme Raph t'a expliqué, en 2 mois de temps, c'est très très court pour réaliser une discovery. On aime bien dire que la créativité naît de la contrainte. Là, on a dû être créatif. D'où ce que disait Raphaël, le fait de bencher, de chercher un peu comment ça se faisait ailleurs, quels sont les éléments communs qu'on peut aller chercher. Et comment est-ce qu'on en est venu à faire notre méthode? Voilà. D'abord, la contrainte forte de temps. On n'avait pas le temps de niaiser, comme on dit. Il fallait qu'on soit capable en 2 mois, délivrer une discovery, un résultat indurable. On avait besoin de creuser la connaissance qu'on avait de nos utilisateurs, parce que, comme l'a dit Raphaël, on a la chance, en fait, chez Decathlon, d'avoir une bonne base de connaissances utilisateurs. J'en parlerai juste après encore un petit peu. Mais voilà, les marques ont fait des enquêtes, conçoivent des vélos, des produits en questionnant les gens. C'est une super opportunité pour nous en tant que designers, mais ça n'est pas conçu avec un état d'esprit UX. Et donc, il y a pas mal de questions qui vont être biaisées ou qui vont être très spécifiques et pas forcément exploitables. Donc, on avait besoin d'aller renforcer un petit peu tout ça et apporter plus de connaissances plus globales ou alors au contraire plus UX, j'ai envie de dire, de nos utilisateurs. Et enfin, chose importante quand on est dans une équipe, faire une disco c'est bien, mais avec une équipe qui est nouvellement formée, avec des PM qui viennent d'arriver, avec des designers qui viennent d'arriver, des développeurs qui ont changé récemment ou qui sont en train d'arriver, enfin voilà, qui sont en plein onboarding, c'est compliqué. Donc il faut aussi quelque chose qui permet d'être simple, qui soit simple et surtout qui permette de s'aligner sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, qui est-ce qu'on a impliqué dans cette méthode? Globalement, c'est tout le monde. On a parlé avec les sports. Chez Decathlon, les sports, c'est ce qu'on appelle ailleurs les métiers. Donc, c'est des gens qui conçoivent les produits que vous achetez en magasin, tout simplement, entre autres. Les product managers, les product designers, les développeurs et surtout les utilisateurs. Ça, c'est important. On a de la chance, 2 mois pour aller chercher et recruter des gens et faire des études, c'est très court. On a de la chance chez Decathlon d'avoir un outil qui s'appelle la co-créa. C'est un peu le Graal pour les designers parce que ça permet d'aller recruter très facilement des gens qui se sont portés volontaires eux-mêmes, qui ont acheté un produit Decathlon et qui se sont inscrits sur une plateforme. Donc, on a accès à une dizaine de milliers un peu plus qu'une dizaine de milliers même de personnes qui ont acheté un vélo, qui sont OK pour répondre à des questions, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très,
ça facilite beaucoup les choses pour un designer. Et du coup, je vais laisser Raphaël dire cette fameuse phrase qui est quand même le credo qu'on a déduit de notre framework. Ouais, c'est une petite phrase rigolote, mais on s'est dit, voilà, savoir d'où l'on vient pour arriver où on veut, même pour arriver mieux où on veut, c'est un peu ce qu'on a cherché à faire. Et vous allez voir quand on va rentrer un petit peu dans le détail de ce framework, on va dire. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'icône, dans la section prévue à cet effet en bas à droite. Et puis, on va continuer et on prendra des questions peut-être au fur et à mesure. Alors, on va rentrer vraiment là dans le cœur du sujet. Par où commencer? Par où commencer? Prérequis au lancement de cette phase de Discovery Timeboxé, c'est déjà d'avoir une vision partagée par toute l'équipe, une vision produit et qui permette d'aligner tout le monde autour d'elle. La deuxième chose, c'est de pouvoir identifier un ou plusieurs axes stratégiques de travaux. Et nous, comme on vous l'a dit, comme avant, on part pas, c'était pas la première phase de discovery sur un produit from scratch. On avait déjà lancé un MVP, donc on avait déjà récupéré un peu de data, on avait déjà parlé avec les utilisateurs, etc. Et donc, on a pu identifier plusieurs axes stratégiques de travaux. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, la première phase de ce cadrage de discovery, c'est de partir d'hypothèses. Donc déjà, bien définir les hypothèses d'opportunités. Donc les opportunités, ça va être les enjeux produits auxquels on va répondre, les vrais besoins en fait, de nos utilisateurs, leurs problèmes, leurs irritants, etc. Les deuxièmes hypothèses, c'est des hypothèses de monétisation. Donc un des enjeux aussi qu'on essaye d'avoir quand on est une équipe produit, c'est d'être toujours dans cet équilibre entre bien répondre aux enjeux des utilisateurs, mais aussi faire en sorte que ça soit bénéfique pour l'entreprise. Et enfin, donc les proto-personas, Rami, à toi. Yes, les proto-personas, on n'explique pas beaucoup de termes parce qu'on s'adresse à pas mal de monde, mais pour qu'on soit bien clair, ce qu'on appelle proto-persona dans notre framework, ce sont des personas qui ne sont pas issus d'une recherche utilisateur. Donc typiquement, ça va être des personas marketing, ça va être des personas qui sont créés sur la base d'une conviction de la part des stakeholders ou de n'importe quelle équipe. Donc voilà, dès que vous avez un persona qui n'a pas été conçu avec une recherche auprès de vos utilisateurs, on appelle ça un proto-persona. Et du coup, les proto-personas, c'est la première étape du cadrage de notre discovery. La première étape qu'on a dû faire, la step one, profiler, définir les profils d'utilisateurs qu'on va étudier. Si je prends un exemple là qu'on a utilisé chez nous pour notre projet, nous, on savait qu'on allait utiliser les personas de chez Rockrider et Riverside, par exemple. Donc, c'est des personas qui existent déjà. On a utilisé ça comme proto-persona, comme base sur lesquelles on allait faire toutes nos études. Je pense que c'est bon, tu peux passer à l'étape numéro 2, Raph. L'étape 2, du coup, c'est vraiment de faire un état des lieux des données, de la data dont on dispose, data quanti et quali. Et donc, vous avez probablement déjà fait peut-être quelques interviews utilisateurs, vous avez peut-être déjà commencé à benchmarker, vous avez peut-être des convictions fortes de vos parties prenantes, des investisseurs, vous avez, en fonction d'où vous en êtes sur ces axes stratégiques et sur les opportunités sur lesquelles les hypothèses d'opportunités sur lesquelles vous allez travailler, vous allez être peut-être à des niveaux différents de connaissances de connaissances et de vos données. Et en fait, là, vous allez peut-être avoir déjà fait des wireframes, des prototypes, etc. Donc, c'est vraiment, là, tout simplement lister toutes les datas quali et quanti que vous avez déjà à disposition. L'étape 3, c'est un peu la pierre angulaire sur laquelle on s'est basé, c'est le niveau de confiance dans ces données-là. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des données, il suffit aussi d'être sûr qu'elles ont de la valeur. Et donc, pour ça, en fait, on fait un petit focus donc, sur le knowledge gap. C'est sur le niveau de confiance, pardon, c'est l'échelle d'Itamar-Gilad. Donc, en fait, cette échelle qu'on a utilisée, comment Itamar-Gilad la présente en quatre gros blocs. Le premier bloc, c'est de 0,01 à 0,1 sur 10. Donc là, on voit que on va dire la valeur de ces données n'est pas énorme dans son échelle. C'est tout ce qui est lié aux opinions,
opinions personnelles, quelques buzzwords, quelques trends sur Internet, etc. C'est entre 0,1 et 0,01 et 0,1 sur 10. La deuxième partie, donc en fait, qui est la partie assessment, ça c'est du gut feelings. C'est tout ce qui va être lié aux convictions des parties prenantes, les convictions de l'équipe, des investisseurs, des premières UX feasibility. Peut-être que vous avez commencé à faire un petit business model, etc. Donc là, entre 0,1 et 0,5 sur 10, on voit que encore là, au niveau confiance, c'est pas très élevé, mais néanmoins, ça permet de savoir justement où on va, d'où on part. Ensuite, le troisième bloc, c'est celui autour de la data. Là, si on prend le double diamant, on a commencé déjà un petit peu à rentrer dans la phase problem space. C'est-à-dire qu'on a commencé à interviewer des utilisateurs, on a déjà fait des sondages, on a peut-être fait des smoke tests dans l'application, dans le MVP, etc. Désolé pour les termes, hein, comme a dit Rami, on est parti du principe que vous aviez déjà tous ces éléments, mais si vous avez besoin à la fin qu'on revienne sur ces points-là, on pourra définir et donner des exemples sur ces termes. Et un autre exemple, par exemple, on dit, bah voilà, toute la concurrence travaille déjà sur ces opportunités ou ont déjà sorti des fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment la partie data problem space pour vraiment bien définir le problème de nos utilisateurs. Et là, on est sur une échelle entre 0,5 et 3 sur 10. Donc, on voit que commence à renforcer vraiment cette connaissance dans nos données. Et enfin, le dernier bloc, là, plutôt solution space du double diamant. Et on a déjà fait beaucoup d'interviews utilisateurs. On a des top user requests remontés par le Customer Success Management ou le support, le care en fonction de comment vous l'appelez dans vos organisations. On a réalisé des MVP, des A/B tests, des POC, etc. Et là, on vient encore renforcer. Là, on arrive entre 3 et 10 sur cette échelle-là. Donc ça, c'est la pierre angulaire parce qu'elle va nous permettre d'évaluer où on en est, d'où on part. Et enfin, la quatrième étape, c'est de se dire, OK, c'est quoi notre objectif? On est à ce niveau de confiance. Où est-ce qu'on veut arriver? À quel niveau de confiance? Non seulement on veut arriver, mais on pense être capable d'arriver, puisqu'on le rappelle, on avait 2 mois pour réaliser cette disco. Et donc là, c'est se repositionner sur cette échelle et se dire, bah voilà, je veux être à ce niveau de confiance. Et on passe à l'étape 5. Vraiment, là, on va lister les activités qu'on va réaliser. Donc, on va dire, je pars d'un niveau de confiance de 0,3 par exemple. On est plutôt dans du gut feeling. Je veux atteindre un niveau de confiance 3. Donc là, je veux au moins être rentré dans mon problem space. Je veux déjà avoir interviewé des gens, etc. Et voici les activités à réaliser. Et là, je vais dire, bah voilà, je dois avoir réalisé très précisément 5 interviews utilisateurs sur tel persona, 5 interviews utilisateurs sur cet autre persona, etc. Et ça peut être, par exemple, suffisant pour augmenter votre niveau de confiance et commencer à alimenter votre roadmap après en sortie de Discovery. Voilà, donc ça, c'est toutes les étapes par lesquelles on passe. Et ensuite, Go Discovery, on lance les activités. Et en fonction des différents axes stratégiques sur lesquels vous avez travaillé, vous allez avoir des niveaux de confiance différents de départ et des niveaux de confiance d'arrivée différents. Et donc, vous allez peut-être démarrer sur des activités du problem space, peut-être sur d'autres du solution space. Donc là, on va rentrer un peu dans vraiment le retour d'expérience sur notre application Decathlon Ride. Et je vais laisser Rami cette fois-ci un peu présenter. Yes. C'est la slide qui fait peur. Mais en gros, c'est là ce qu'on fait, c'est on vous montre une des slides que nous on a fait. Alors bien sûr, on a flouté les données sensibles parce qu'il y a pas mal de secrets qu'on n'a pas forcément le droit de partager. Mais c'est pour montrer un peu comment est-ce que ce qu'on vient de vous raconter là, c'est illustré dans notre exemple. Et on va prendre un exemple qu'on a le droit de partager, qui est celui du Magic Mode. Et donc c'est une fonctionnalité sur les vélos qui va contrôler tout seul la vitesse, enfin, l'assistance de votre vélo électrique en fonction de votre usage. Donc ça, c'était un des axes stratégiques qu'on s'est défini. On en avait d'autres. Et chaque axe stratégique, comme l'a dit Raphaël, on avait besoin de faire l'ensemble de ces étapes pour chaque axe. Donc, dans le cas du Magic Mode, on a commencé par un brainstorming, c'est aligner toutes les planètes et toutes les visions
sur qu'est-ce que nos utilisateurs avaient besoin, c'est quoi les critical needs, comme on dit. On en a tiré des hypothèses de monétisation. C'est OK, voilà les besoins utilisateurs, qu'est-ce que nous, comment est-ce que nous, on peut répondre à ces besoins et en tirer de la monétisation. Monétisation, c'est pas forcément en termes financiers, hein, ça peut aussi être de l'image de marque, ça peut être voilà, pas mal de choses. Et on en arrive à un point qui est, pour moi en tant que product designer, extrêmement important, c'est qui est notre target, qui est notre cible. Donc c'est là où les proto-personas jouent tout leur rôle. Il y avait une question qui demandait combien de proto-personas est-ce qu'il faut utiliser. En fait, ça va dépendre des axes stratégiques. Sur l'axe stratégique de Magic Mode, on a sélectionné plusieurs personas proto-personas, pardon, de chez Rock Rider et Riverside, en fonction des types de parcours qu'ils avaient l'habitude de faire, de l'intensité qu'ils mettaient dans leur effort, etc. L'idée, c'est de ne pas... on n'allait pas questionner tous les cyclistes. Une personne qui va faire du vélo pour faire ce qu'on appelle du vélo taf, donc prendre son vélo le matin et aller au travail, ça n'est pas du tout le même profil que la personne qui va descendre une piste de descente le dimanche à 70 km/h. Voilà, c'est très technique, etc. Donc, questionner tout le monde, ça ne sert à rien. On a sélectionné spécifiquement certains types de personas et le nombre dépend complètement de l'axe stratégique. On arrive ensuite, une fois qu'on a tout ça, voilà, je reliste un peu ce que Raphaël a dit, hein, mais c'est exactement le même concept. On arrive vraiment sur la pierre angulaire de la méthodo. C'est très important cette échelle. On appelle ça la roue, mais c'est un peu un abus de langage. Cette échelle de confiance, le knowledge gap. On sait qu'est-ce qu'on a, on sait les informations qu'on a. Je vois Jérémy qui dit que la conviction d'un leader peut valoir plus que 0,1. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Raphaël, c'est l'échelle. On y est pour rien, c'est comme ça. L'échelle dit que la conviction, ça vaut que 0,1. Et c'est une donnée qu'on peut avoir en entrée. Maintenant, on sait tout ce qu'on a, on voit sur l'image. Je pense que c'est un peu en petit, hein, désolé, mais on peut le voir. Même, on voit des petits checks qui correspondent aux données, aux data et à la confiance qu'on avait en fait de base. Et on voit qu'avec tous les petits checks, avec toutes les convictions de nos leaders, de nos équipes, etc., on arrivait à un niveau de confiance de 0,4. On s'est dit, OK, 0,4, c'est très peu. Il va falloir monter ça. Et donc, comme l'a expliqué Raphaël, nous, dans le cas de Magic Mode, on s'est dit, OK, on a un proto qui existe, donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Avec un proto, on peut faire des tests, on peut questionner des gens, on peut quand même faire des interviews, on peut faire des surveys, des questionnaires, je cherchais le mot. Et bah, c'est tout simple, pour choisir les activités qu'on a voulu faire, on a choisi un niveau de confiance qui nous semblerait satisfaisant et surtout qu'on aurait été capable de faire dans les 2 mois. Donc là, dans l'exemple, on est arrivé à 5, donc on est passé de 0,4 à 5, on a fait plus que x10. Et ça nous a tout simplement listé les activités qu'on voulait faire. Ça, c'est une des forces. Je sais plus si c'est maintenant que je dois en parler, Raphaël, mais je trouve que c'est une des forces du framework. C'est qu'il y a d'autres méthodos qui existent et qui sont très très bien, hein, mais qui n'aident pas forcément sur quelle activité faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre tel niveau de confiance. Là, avec cette échelle, c'est assez simpliste d'utilisation. Vous voulez arriver à un niveau de confiance de 7, eh ben, il n'y a pas le choix, vous devez réussir à faire des tests utilisateurs avec un prototype. C'est comme ça que ça se passe. Après, moi, ce que je peux rajouter sur cette échelle, c'est que, déjà, pour répondre à Jérémy, évidemment, en fonction des organisations, on a des convictions qui peuvent être différentes. C'est vrai que chez Decathlon, les leaders sport pratiquent très souvent, enfin ils pratiquent tout le temps même leur activité sur leurs produits. Ils sont en contact permanent avec les utilisateurs, etc. Et donc forcément, en fonction des organisations, on peut décider que oui ou non, une conviction d'une partie prenante peut être plus ou moins fort. On peut se dire que, pareil, les CSM connaissent extrêmement bien les utilisateurs parce qu'ils reçoivent tout au long de l'année des retours sur l'application. Ils connaissent leurs frustrations, leurs problèmes. Ils ont peut-être même déjà qualifié, trié, etc. Donc, bien sûr, tout ça, c'est des cadres méthodologiques. Faut pas les prendre de manière dogmatique. Donc, après, c'est à réorganiser. Et je vais même aller plus loin. Cette échelle-là, nous, on l'a utilisée un peu telle quelle.
mais sur un autre produit sur lequel j'ai travaillé chez Decat, on avait divisé en 6 parties cette échelle. Donc, au lieu de faire 0,01, 0,1, 0,3, etc., etc., on l'a divisé en 6. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'était une échelle pas sur 10, mais sur 6. Et on avait à chaque fois listé les éléments qui, pour nous, étaient… en fait, on avait refait notre propre échelle. Et ça marche aussi, en fait. C'est vraiment en fonction de votre organisation, de votre manière dont vous avez envie d'animer votre discovery. Ce que je trouve intéressant dans cette échelle-là, et je partage l'avis de Rami là-dessus, c'est que ça permet de vraiment bien catégoriser d'où on part, où on veut arriver, de lister les activités et surtout d'avoir un tronc commun sur toutes les opportunités et pas de dire sur cette opportunité, ah ben, j'ai fait une interview, ça suffit, ou sur celle-là, j'ai des convictions, il faut absolument que je le pousse. Ça permet vraiment de cadrer bien en fait la connaissance et les activités à réaliser pour augmenter la confiance dans nos données. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour répondre à Jérémy. On prendra les questions sur les proto-personas à la fin, Amandine, si tu veux bien. On va rester sur cette slide juste pour vous donner un petit exemple qu'on peut partager avec vous, puisque c'est un sujet qui est connu. Un des axes stratégiques par exemple sur lesquels on a travaillé, on l'appelait Right to the End. Donc ça va rien dire à personne. Ça veut dire quoi? C'est pour nous, on partait du principe que une des plus grandes craintes de nos utilisateurs, de certains de nos utilisateurs, donc de certains de nos proto-personas, c'était celui de ne pas arriver au bout de sa sortie, donc au point de destination, avec suffisamment de batterie. En fait, même sans parler de batterie, d'arriver au point de destination sans problème. Donc ça, c'était notre axe stratégique, c'était celui de Right to the End. On a des ateliers de brainstorming autour des opportunités pour des hypothèses d'opportunité. Une des hypothèses d'opportunité, c'était la gestion de l'énergie. Comment on va faire pour bien gérer cette énergie-là? Ensuite, on ne peut pas vous raconter trop comment on a fait pour lister les hypothèses de monétisation, mais voilà, on a un petit peu brainstormé avec aussi d'autres personnes de l'équipe pour essayer de sortir un petit peu des business models associés à cette opportunité-là. Ensuite, on a cherché, on est revenu sur ces proto-personas, on les a juste listés. Vous pouvez les lister avant si vous préférez. Ces proto-personas, nous, pour vous donner un exemple et pas parler des proto-personas Rockrider directement, mais on s'est basé un peu, si on était sur un produit par exemple de ski, sur des niveaux de piste. Voilà, j'ai des proto-personas de type débutant piste bleue, d'autres piste rouge et d'autres pistes noires. Donc, comment on va réussir à répondre à ces différents proto-personas. Et puis ensuite, donc bon, ça je ne rentre pas dedans, le knowledge gap analysis et la liste des activités. Donc voilà un petit peu comment on a réalisé pour vous donner un petit peu plus de concret quand même sur cet axe stratégique. Et donc là, on partait d'un niveau de confiance un peu plus élevé puisqu'on avait déjà réalisé un proof of concept sur un mode, le Magic Mode, donc qui permet en fait à l'utilisateur de télécharger un tracé GPS. Ce tracé GPS, à partir de ce tracé GPS, l'application et l'algorithme vont calculer va calculer le niveau de batterie dont vous avez besoin et les modes d'assistance, et va vous passer automatiquement les modes d'assistance pour arriver à destination avec une promesse de 10% de batterie à l'arrivée. Et donc, on avait déjà fait un POC, donc on avait déjà un niveau de confiance assez élevé. En revanche, on n'avait peut-être pas assez, on n'avait pas encore assez testé cette fonctionnalité. Là, on était presque plus dans l'opportunité, mais dans le solution space, donc sur cette solution-là, on l'a fait tester par des utilisateurs, donc en collaboration avec des chefs de produits, physique, etc. Donc voilà. Et donc là, en réalisant, donc en listant les activités, en disant voilà, on va réaliser X tests, on va augmenter notre confiance sur ce Magic Mode et se dire est-ce qu'on va l'industrialiser ou non. Voilà pour la présentation. J'espère qu'on a été clair. Je pense que vous avez plein de questions. Peut-être que Rami, tu peux rajouter. Ça, c'est un peu annexe. C'est comme vous le souhaitez, mais voilà un des exemples qui peut aussi aider à structurer la pensée, structurer les idées, structurer les étapes par lesquelles on passe. Vas-y, Rami.
Ouais, ouais, c'était une façon de présenter. Déjà, merci Raph, parce que tu as bien précisé l'exemple concret que je n'avais plus en tête. Euh, L'idée là, c'est on a tiré pas mal d'opportunités en fait avec toutes les études qu'on a pu faire, toutes les réflexions qu'on a pu mener. Et ça, c'est un conseil qu'on peut donner. C'est ce qui a bien fonctionné. C'est une fois qu'on a toutes ces opportunités, c'est avant même de questionner les utilisateurs, hein, c'est faire une hypothèse sur comment est-ce que ces opportunités vont agir sur par rapport à une user journey map. Alors, elle peut être hyper simpliste, l'UGM, si vous n'avez pas forcément connaissance de toutes les étapes que vont vivre un utilisateur. Dans le cas d'une activité en vélo, on pouvait faire un truc très simple, c'est faire avant l'activité, pendant et après. Il n'y a pas plus simple comme UGM. Mais en fait, ça nous a permis de voir que certaines opportunités, elles avaient un rôle à tous les moments du parcours d'un utilisateur. Certaines étaient plus spécifiques et ça nous a aidé en fait à prioriser en fonction de, par exemple, quand une opportunité elle apparaît partout, c'est peut-être celle-là qu'il faut aller creuser en premier parce que si c'est un pain point, ça va être un problème pour l'utilisateur à tous les moments du parcours et ça peut être plus embêtant. Du coup, c'est voilà, petite astuce en disco, c'est l'UJM, c'est toujours une bonne chose si vous êtes capable de trier vos opportunités par moment où l'utilisateur va pouvoir en profiter. Ouais, c'est une super remarque, Rami. Ça me rappelle un truc aussi qu'on avait fait, c'est que donc en fait chaque carte en fait correspond à un axe stratégique. Et en fait, à un moment donné aussi, on avait des axes stratégiques où des opportunités elles se croisaient. Et non seulement dans un même axe stratégique, on peut être dans un UJM où on va retrouver à plusieurs étapes de l'UJM l'opportunité, mais aussi entre les axes stratégiques. Et ça vient encore renforcer dans la priorisation de ces opportunités-là et se dire, ah bah attends, là je touche non seulement les utilisateurs sur tel axe stratégique, mais je les touche aussi sur celui-là et celui-là. Et donc, ça vient encore renforcer la data et ça vient encore renforcer en fait l'intérêt de cette opportunité-là. Et je rappelle que l'objectif à la fin de cette discovery, c'est de pouvoir mettre des opportunités et des monétisations liées à ces opportunités qui sont priorisées et qu'on va pouvoir ensuite afficher dans une roadmap et partager, communiquer autour de ces opportunités-là. Donc, plus vous avez d'éléments dans ce sens, bah, plus ça vous permet d'être confiant dans ce que vous allez présenter dans votre roadmap. Tout à fait. Avant de prendre les questions, j'ai vu qu'il y avait des super questions. Merci pour votre attention et les questions que vous posez dans le chat. Je vais juste conclure. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire ce cadrage de la discovery? Ça nous a permis d'augmenter la confiance dans nos données et notre connaissance utilisateur. C'est une bonne étape pour avancer ensuite sur les solutions et les features à mettre en place. Donc là, la partie Solution Space. Ça nous a aidé, comme je l'ai dit juste avant, à prioriser les opportunités. On a utilisé Rise parce qu'en plus, dans Rise, donc il y a la partie confidence, la partie confiance. Et donc, on a une échelle qui est déjà prête en utilisant celle d'Itamar ou une adaptation de cette échelle-là. Et en plus, ça nous permet bien sûr de les intégrer à la roadmap. Ce qu'on voulait rajouter aussi, c'est que pendant cette phase de discovery, ça ne nous empêche pas de continuer au contraire les développements et le run. Et la discovery, elle s'est pas arrêtée là. C'est-à-dire que oui, on a fait une grosse phase de disco qui a duré 2 mois parce que, enfin grosse. On a fait, en tout cas, on a focus les équipes produits sur cette phase de discovery pendant 2 mois. Mais après ça s'est pas arrêté. On continue de manière, on continue tout le temps à faire de la disco. Et ça peut s'illustrer par des activités de disco comme du smoke test, on en a parlé tout à l'heure. Nous, on sort un MVP sur l'opportunité autour de la navigation dans l'application. Ça va être aussi, par exemple, des questionnaires in-app ou en ligne. Donc, ça peut être soit des sondages via votre communauté de promoteurs ou pas d'ailleurs. Et puis, ou des questionnaires in-app, un bouton, et ça vous permet de récupérer beaucoup d'informations. Donc ça, on l'a fait sur Decathlon Ride, et c'est hyper important de pas se dire que la disco elle s'arrête au moment où tu as partagé ta roadmap. D'autant que nous, en fonction du niveau de confiance duquel on partait et auquel on arrivait, pour sortir des solutions, des features à la fin, il fallait encore continuer à creuser, parfois faire du prototyping, le faire tester, etc.
Donc voilà, la disco ne s'arrête pas après cette phase-là. Et enfin, et c'est aussi un élément hyper important qu'on voulait vous dire, c'est que ce framework, il a fonctionné pour notre équipe, on l'a façonné entre guillemets pour que l'équipe soit alignée autour de la vision et autour des opportunités et qu'on puisse sortir ça dans les 2 mois. Mais tous les outils qu'on utilise sont des moyens d'arriver à nos fins, mais ne sont pas des fins en soi. Donc voilà, soyez pas dogmatiques. C'est pas parce que ça a fonctionné avec nous que ça fonctionnera dans vos organisations. Mais si ça fonctionne, en tout cas, on sera super heureux d'avoir des feedbacks, des petits feedbacks en fait sur comment vous avez appréhendé ce framing de disco si vous essayez demain de l'utiliser. Et je crois qu'en plus, Rami a une petite surprise pour vous. Tout à fait. C'est le framework, on l'a testé, on l'a bien utilisé. Et l'idée, c'était de vous partager les cartes que nous, on a utilisées nous-mêmes dans notre équipe, avec des petites images assez sympathiques. Donc, c'est du mid-journée, hein, pour rien vous cacher. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez accès au lien, par contre. Peut-être que je peux le coller. Je ne sais pas. Je regarde dans le chat. Sinon, je le colle dans le chat. Et c'est voilà, c'est hyper intéressant. C'est exactement ce que disait Raphaël. Alors, bien sûr, les slides que vous avez téléchargés, il n'y a pas les post-it dedans. Mais l'idée, c'est que vous puissiez les utiliser, que vous puissiez essayer de vous les approprier. Et comme disait Raph juste avant, il n'y a pas de dogmatisme. Si vous prenez ces slides, que vous les transformez, que vous faites quelque chose d'encore mieux, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on sera hyper gagnants, nous aussi, dans cette histoire. Carrément. Je partage dans le chat le lien. Merci Rami, on prend peut-être des questions. Je vois qu'il y a des questions. Ouais. On va essayer de les prendre dans l'ordre chronologique, mais je vois que Amandine avait des questions sur la partie proto-persona. Donc peut-être c'est plus Rami, je te lis la question. Quels avantages et risques à utiliser ce genre de persona, donc les proto-persona, qu'on a identifiés dans ce projet? Donc je pense qu'on parle des personas marketing, des marques. Et quelle confiance on avait dans ces proto-personas? D'accord. En fait, les proto-personas marketing, comme ça, ils sont pas forcément. Il faut pas les utiliser pour faire de la conception. On n'est pas dans un atelier d'idéation ou de conception. Mais c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une base sur à qui on va s'adresser. Si je prends l'exemple des vélos électriques, on peut pas s'adresser à tous les cyclistes. Maintenant, on s'adresse à qui? Donc, en fait, l'idée de dégrossir, c'est les études qui ont été faites du côté des marques, donc Rockrider, Riverside, Van Rysel, si on travaille sur de la route, peut-être qu'elles ont des défauts, mais c'est quand même une base qui est mieux que ma propre conviction, et on a préféré partir là-dessus. Donc, en termes de risque, c'est que le profilage soit pas bon, mais c'est comme tout, hein, dans toute étude en UX, si le profilage de base il est mauvais, les résultats que vous aurez ne seront pas exploitables. Et là, l'idée, c'est de faire une comparaison. On part d'une base qui est ces proto-personas, on fait notre étude et à la fin, on voit si ce qu'on a obtenu, c'est cohérent par rapport au proto-persona. Dans notre cas, on a eu de la chance, c'était cohérent. Donc, plutôt cool. J'espère que ça répond à ta question. Il y en avait d'autres du coup, Raph? Du coup, il y a une question de Salomé. Hello Salomé, on te connaît bien, t'es chez CSP aussi. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en proposant cette méthode ou pas de frein de la part des autres parties prenantes? C'est une bonne question. Tu le sais Salomé, aussi bien que nous, on a la chance chez Decat de manière générale et particulièrement chez CSP d'avoir des équipes de direction qui nous poussent justement dans ces ces méthodos produits, de pousser la culture produit au maximum, d'essayer d'itérer, de faire du test and learn, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a rencontré en proposant cette méthodo? Alors déjà, pas de frein de la part de la direction, au contraire. On a vraiment eu pas mal de chance, comme l'a dit Rami, il y a la base de co-création des Decathlon qui permet très rapidement de recruter des utilisateurs. Je crois qu'en 48 heures, en faisant des sondages, on arrive à avoir quasiment 300 réponses. Donc c'est assez fou. Et puis dans l'équipe en elle-même, aucun frein, plutôt des moteurs. Tout le monde voulait arriver justement à présenter une roadmap super complète. Et du coup, je prends direct la question de Tim derrière. Hello Tim, quelle place avaient les profils tech dans votre démarche et du coup, est-ce que les techs peuvent être un frein dans cette démarche? Non, au contraire. Les profils tech,
on a intégré principalement notre tech lead dans la partie justement connaissance des utilisateurs, dans la faisabilité technique quand on rentrait dans la partie solution space, etc. Donc vraiment, on a intégré au maximum le tech lead qui lui avait de la disponibilité pour ça. On avait libéré la disponibilité pour ça. Enfin, en tout cas, il s'était libéré la dispo pour ça. Et après, au besoin, on impliquait également les développeurs. En tout cas, on les a bien impliqués dans la vision produit, qu'ils soient bien alignés autour de ça, des opportunités. Et surtout, on a pris de la connaissance chez eux parce que ils avaient déjà développé le MVP, donc ils avaient déjà participé aux phases amont. Et donc, ils avaient plein de choses aussi à nous apprendre. Donc, vraiment, les profils tech étaient très impliqués dans cette démarche de discovery. Yes. Et à l'issue de la disco, on fait pas mal de co-conception aussi, d'ateliers de co-conception, et les devs, ils sont systématiquement invités. Ils sont pas obligés de participer en fonction de leur charge de travail, leur envie. Bon, en fait, c'est presque ça pourrait presque être un autre webinaire sur comment est-ce qu'on anime tout ça. Yes. Une autre question, qu'est-ce que vous appelez une opportunité? Alors, pardon, vas-y. Ah non, vas-y, Rami, vas-y. Non, parce que j'avais lu la question et c'est une bonne question parce que j'avais eu personnellement du mal à savoir c'est quoi une opportunité au final dans le cadre de ce framework. On va prendre un exemple simple qui est un secret pour personne, je pense. Une opportunité qui pourrait avoir un sens dans toutes les étapes du parcours d'un utilisateur concernant le vélo, l'antivol. Voilà. Donc ça peut être en fait, si tu veux, une opportunité, c'est une sorte de job to be done quelque part. C'est pas une solution technique, c'est pas une solution au niveau du produit, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs solutions et qui peut rapporter en termes de monétisation, en termes d'image, en termes de projet, de ce que tu veux. Donc c'est un peu flou comme concept. Tu peux peut-être compléter Raph si j'ai pas parfaitement expliqué. Mais Non, c'est ça en fait. Si tu prends cette slide de départ, l'hypothèse d'opportunité, en fait, c'est les enjeux produits qui répondent vraiment à un besoin utilisateur. Donc c'est ou à un irritant. C'est ça une opportunité sur laquelle on va travailler. Et qu'est-ce que je peux donner? Je peux donner aussi un autre exemple. C'est une opportunité, c'est dans le vélo, c'est la sécurité physique de ton cycliste. Ça, c'est une opportunité sur laquelle on va travailler. Tu vois. Et du coup, derrière, ça peut amener plein de solutions techniques. Mais en termes on part vraiment du problème utilisateur et après, derrière, par rapport à ce qu'on va récupérer comme info de nos utilisateurs, que ce soit via des interviews, des tests, etc., on va à la fin converger. C'est aussi ça le principe du double diamant, c'est qu'il y a des phases de divergence où on va donner plein d'idées de solutions, par exemple. Et à la fin pour converger vers une solution finie, enfin une feature à sortir. Donc voilà la différence un peu entre l'opportunité, c'est le problème à résoudre, vs la solution qui est le résultat technique et développé de cette opportunité-là et du problème qu'on veut résoudre pour nos utilisateurs. Après, c'est des questions sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est ça? Ouais. Je peux y répondre si tu veux. Ouais, vas-y, Rami, vas-y. De toute façon, je pense on a peut-être des visions différentes, donc vas-y. Ouais, en fait, sur la disco, les difficultés, franchement, on a eu de la chance. Je pense que chez Decat, chez CSP, c'est hyper bienveillant dans l'optique qu'on a pu tester. Et sincèrement, cette méthode, c'est un agrégat de pas mal de choses qu'on a vues, qu'on a testées, qu'on a lues. Et le meilleur test qu'on ait pu faire, et je pense que pour les designers qui écoutent, ça peut être intéressant, même les PM, pour n'importe qui en fait. N'hésitez, on l'a mis en place, on l'a pensé, et en fait on l'a donné à des membres de l'équipe, en essayant presque en expliquant pas trop comment ça fonctionnait. Et c'était une des meilleures expériences qu'on a pu faire parce que ça nous a conforté sur le fait que ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a imaginé, ça fonctionnait. C'est quand le PM et un autre designer, un PM et un autre designer qui n'ont pas participé à cette méthode l'ont utilisé, se la sont appropriés et ont réussi à avoir le résultat escompté. C'était la preuve que ça fonctionnait bien, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui nous a fait nous dire avec Raph que ça serait intéressant de le partager.
Yes. Et pour compléter la question, là, c'est quel conseil donneriez-vous aux gens qui n'ont jamais utilisé cette matrice de confiance? C'est de se l'approprier, c'est d'essayer de comprendre, de lister les activités qui vous parlent. Ça sert à rien de dire parce qu'il y a marqué dans la méthode, je sais pas, je dis des bêtises, faire un smoke test, mais on n'en a jamais fait, on ne sait pas de quoi ça parle et on n'est pas à l'aise avec, c'est pas la peine. Il faut vraiment essayer de mettre en face les bonnes activités. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est appropriez-vous cette échelle de confiance et créez votre propre échelle de confiance, peut-être de 1 à 10 en disant, bah voilà, si je suis à 1, c'est que ma propre conviction, si je suis à 2, c'est conviction de l'équipe, si je suis à 3, j'ai fait du benchmark, si je suis à 4, je suis machin. Et puis en fait, c'est vraiment se créer sa propre matrice de confiance. Peut-être que ça sera plus facile. On s'est posé la question de le faire pour Ryle. Au final, on est resté sur celle un peu by the book. Mais voilà, appropriez-vous la méthode et faites votre propre échelle de confiance. Ça répond. Super question. Est-ce que vous avez adapté la méthode au fur et à mesure et si oui, de quelle façon? J'enchaîne direct, Rami, mais oui. Vas-y. En fait, on va dire que on a dit qu'on avait deux mois de phase de discovery, mais en fait, entre le moment où on devait lancer le MVP, on l'a vraiment mis dans les stores, etc. Cette phase vraiment de launch, de lancement. Sur cette phase-là, avec Rami, on n'a fait que ça, c'est ce qu'on a dit au début, on n'a fait que itérer, on s'est dit, on a posé sur un Miro, enfin, sur n'importe quel outil, mais on a posé sur un Miro nos idées, on s'est dit, bah, ah tiens, ça c'est intéressant de le prendre dans Discovery Discipline, ça c'est intéressant de le prendre chez Panache, ça c'est intéressant de le prendre chez Marty Kagan, etc. On a commencé à un petit peu bidouiller la méthodo, donc ça d'un point de vue théorique. Et puis ensuite, quand on est rentré dans la méthodo en réel, bah en fait, sur le premier axe stratégique, on l'a fait ensemble avec Rami. Et puis après, on l'a fait essayer par un autre product manager et product designer, donc Hello Sylvain, Hello FX, qui font aussi partie de l'équipe. Ils ont essayé d'itérer, ils nous ont posé des questions, mais ça, c'est pas clair. Ah, bah, moi, je le ferais plutôt avec une UJM. D'ailleurs, c'était Sylvain qui nous avait un petit peu, qui nous avait dit, mais tiens, moi, ça marche super bien avec l'UJM. Il avait cartographié toutes ces opportunités comme ça. Donc oui, moi, j'aime pas trop le terme méthode, c'est plutôt ce cadre à évoluer. Encore une fois, pareil, comme l'a dit Rami tout à l'heure, appropriez-vous ce cadre-là et faites-en ce que vous voulez. Tout à fait. Et non, c'est bien, super bien expliqué, Raph. Il y a Alexandra qui demande si on a eu des conclusions qui allaient à l'encontre de convictions de chef de produit, mais je pense même pas qu'on ait eu ce point-là parce qu'on a mené. En fait, c'est un peu la base en UX. Hein. Je me permets de répondre, Raph. Tu complètes, bien sûr, tu me coupes si tu as besoin. En fait, à partir du moment où on a fait comment expliquer ça? En fait, on a fait très simple. C'est que le jour où on a présenté devant tous les chefs de produit, on avait des vidéos de nos utilisateurs. Et quand on faisait un entretien, par exemple, on le filmait et on a mis les moments forts qui complétaient les résultats qu'on a obtenus. On mettait un montage avec tous les utilisateurs qui disaient bah oui, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Et en fait, c'est pas physiquement possible qu'un chef de produit dise ah bah non, mais moi je suis pas d'accord avec ce que les gens avec ça. Parce que c'est des vrais utilisateurs en fait qui le disent, ça n'est pas moi, ça n'est pas Raphaël, ça n'est pas Sylvain, c'était des vrais utilisateurs. Donc on a un peu tourné ça comme ça, c'est un peu du marketing quelque part, mais en fait, dans l'essence, à partir du moment où on demande à des gens, à des vrais utilisateurs, à partir du moment où on a de la data, on n'est plus sur de la conviction. Et si la personne, elle veut quand même faire passer, c'est à débattre, c'est à discuter, peut-être qu'il a des raisons importantes de le faire, mais on n'a pas eu vraiment ce problème-là. Yes, je rajouterais même que, et c'est hyper important, et Rami aussi l'a dit tout à l'heure, les chefs de produit, on les a impliqués tout au long de la disco, que ça soit en amont, que ça soit pendant, et en fait, presque au moment de la présentation de la roadmap, ils ont découvert la timeline, mais pas les opportunités, quoi. Les chefs de produit, on les a énormément impliqués, je pense pas. En tout cas, on les a impliqués et on a surtout beaucoup communiqué avec eux. Nico a gardé vraiment le contact tout le temps avec eux, donc c'était vraiment hyper important. Et je pense que ça aussi, c'est un conseil.
quand vous avez des parties prenantes fortes, comme nous, on développe une application, on développe un produit digital qui est complètement lié à un produit physique. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre, et nous on va pas sans le produit physique, et inversement. Enfin, si on peut toujours utiliser le vélo sans l'application, mais si on veut vraiment créer une super cohésion entre les deux, il faut qu'il y ait cette relation forte entre les équipes produits physiques et produits digital, en tout cas. Rami, tu sais ce que je raconte. Non, je suis complètement d'accord. En fait, c'est vrai ils ont toujours été là depuis le début. Mais après, j'ai envie de dire, ça va presque dépendre de chaque projet, au sens où nous, on a la chance d'avoir une personne, donc Nico, que tu as cité, qui va vraiment impliquer tout le monde et qui va avoir le temps de travailler sur ça et de ramener, de s'assurer que tout ce qu'on va faire, ça a un sens. C'est pas forcément le cas de tous les projets, mais je pense que l'important, c'est la communication et le fait de dire aux gens, voyez, vous avez un rôle à jouer dans ce qu'on va faire. Et ça, en fait, généralement, ça se passe bien. À partir du moment où on n'impose pas des choses aux gens et qu'ils ont plus participé, ça se passe très bien. Pour le Smash, oui, il y a un mot de passe, Nolwenn, c'est Disco. Et je pense, il y a une dernière question de Bakary qui est intéressante. Salut Bakary, moi je le connais bien. Merci pour ta question. Qui la prend, Rami? Moi j'ai mon idée, mais. Vas-y, je dis un truc et tu complètes. Pardon? Je dis un truc et tu complètes. Allez, vas-y. Réponse. Du coup, Bakary, en fait, l'idée, elle est simple, c'est que donc tu disais notion de time to market. En fait, on a priorisé par rapport à la monétisation. On a essayé d'étudier chaque opportunité, qu'est-ce qu'elle pourrait rapporter, et ça a été un des éléments importants aussi pour prioriser. Mais je pense que je sais pas si Raph a parlé du RICE derrière. Mais ça a été la méthode que nous on a utilisée derrière avec l'ensemble des opportunités, une fois qu'on avait des connaissances auprès de nos utilisateurs, pour prioriser les sujets et les mettre sur une roadmap. Donc, je pense que Raph, tu sauras mieux l'expliquer que moi, mais. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. La vision produit, si tu veux, la vision produit, elle est pensée, on va dire, à 3 ans, 3-4 ans. Et c'est vraiment notre phare, notre phare. Donc on doit, la vision produit en soi, elle nous dit où est-ce qu'on veut être dans 4 ans et 3-4 ans. Et ensuite, est-ce qu'elle a été pensée, est-ce que en fait toute notre démarche a été pensée avec une notion de time to market? Oui, parce que comme l'a dit Rami, voilà, on a une roadmap, et cette roadmap, elle va qui est priorisée. On s'est pas engagé sur une date précise, c'est pas le but. Mais c'est de dire, voilà, une temporalité. On estime que par rapport à la discovery qu'on a faite et les besoins et les enjeux à la fois utilisateurs et business, et cette opportunité-là, elle doit être traitée dans le trimestre, celle-ci à 3 trimestres et celle-là jusqu'à 3 ans. Donc oui, il y a en tout cas, on pensait, il y a une forte notion de time to market. Et puis ensuite, nous, on a aussi des enjeux time to market liés aux produits physiques. Donc, quand on a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, il faut qu'on puisse répondre aussi à cette notion-là de time to market. Donc voilà, et oui, Rami, pour la suite de la question, le RICE, tu as raison, c'est ce qu'on a utilisé. Juste pour, voilà, là, il nous reste 5 minutes, peut-être juste le RICE, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte d'outil de priorisation, Reach, Impact, Confidence et Effort. Et en fait, le Reach, donc c'est le nombre d'utilisateurs qu'on pense pouvoir atteindre. L'impact, c'est l'impact qu'on pense que cette opportunité va avoir sur ce nombre d'utilisateurs. La confiance, c'est ce dont on a parlé, la pierre angulaire de notre échange aujourd'hui, et sur laquelle on peut justement qu'on peut estimer à partir de cette fameuse échelle. Et enfin, l'effort, c'est sur l'effort technique. Et donc voilà. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Est-ce qu'on peut faire un petit rôti aussi? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des remarques, des conseils? Ouais, on peut faire un sondage rapidement. Hop. Je crois que c'est toi qui dois le faire, Raph. Ouais. Je pense qu'on peut ne pas le cacher, mais c'est un peu une première de faire un webinaire comme ça ensemble, Raph.
Et Ouais. tout retour est donc forcément très positif Alors si vous attends, avez l'habitude de voir des webinaires. je sais pas s'il est parti le sondage. Ah non, soumettre le. Alors non, je sais pas comment on fait. Publier le sondage, voilà. Ah, Génial. super. Vous n'êtes Euh, pas du tout obligé de dire que c'était trop bien. il est parti ou pas du coup? J'arrive pas à Ouais, il est voir. parti, il est parti. Ah ok, super. Euh, Sinon, bah voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, c'était vraiment une méthode qui, à notre sens, valait la peine d'être partagée. C'est pas forcément facile de se l'approprier sur un webinaire comme ça. Faut pas hésiter à nous écrire pour poser des questions, je pense. Mais sincèrement, ça vaut le coup de l'essayer parce que enfin, je sais pas si moi personnellement j'aime beaucoup lire et tester des méthodes que d'autres font. Et sincèrement, Raph, je pense que tu as fait un truc vraiment pas mal. On a fait un truc vraiment pas mal à deux. On a compris Et ça. Yes, bah en tout cas, Rami, merci encore pour d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec moi. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps sur leur pause déjeuner pour venir nous écouter. On espère qu'on aura réussi à vous apporter un petit peu de valeur bah voilà, n'hésitez pas à télécharger le framework, nous faire vos retours. On est dispo, enfin on est sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous ajouter ou nous poser vos questions si vous en avez encore. On va terminer cet événement et bah, merci à tous et à très vite sur les rôtis de mamie de Yeta et à bientôt. Salut. à bientôt tout le monde. Je sais pas comment ça se passe quand